Bonjour tout le monde, 11h29 avril. Bienvenue chez Vénère. Vous voyez que je suis encore une fois dans nos locaux, bien évidemment. Je pense qu'à la dernière session du webinaire, je vais vous montrer où je suis véritablement. Euh, Bienvenue, merci d'être avec nous. Et un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont fait des commentaires sur nos derniers webinaires. Ça nous fait du bien parce que je pense que on peut toujours s'améliorer, c'est notre objectif. En même temps, merci aussi pour les commentaires positifs, ça fait du bien aussi. Et le fait qu'on est devenu plus nombreux qu'au début, ça démontre qu'on fait des choses qui ne sont pas trop mal. Maintenant, ça suffit avec l'autocriticisme. Hein. Je vous invite aujourd'hui aussi, encore une fois, d'utiliser la fonction Q&A dans le webinaire Zoom, dans l'outil Zoom. Poser des questions. La dernière fois, j'ai essayé et j'ai réussi à poser quelques questions. Ce n'est pas évident de faire la présentation et de voir les questions en même temps, mais j'ai réussi. Je deviens donc multitask. Hein, c'est une bonne chose de fait. Et maintenant, commençons notre troisième webinaire. Cette fois, on va essayer de vous présenter les moyens, comment vous pouvez sauvegarder votre entreprise. Bon, les dernières fois, on a parlé des mesures législatives qui ont été mises en place. On a beaucoup parlé des salariés la dernière fois pour se préparer à la reprise. Imaginons que, on sait déjà aujourd'hui, que la reprise, ça ne sera pas au même niveau qu'avant, ou je pense plutôt maintenant à ma survie qu'à la reprise. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est autour de ce sujet-là qu'on va essayer de vous guider et de vous donner quelques astuces. Et on commence tout de suite avec toi, Jean-François. Bonjour. Bonjour. Je vois que toi aussi, tu as mis une chemise. Ça fait du bien. Le mercredi, c'est un peu le jour de la chemise, Le finalement. jour de la Plus de chemise et du t-shirt, rasage. hein? Et du rasage, ouais. T-shirt, short, non. On met une petite chemise. On se fait chic, hein, ça fait plaisir. Jean-François, toi, aujourd'hui, tu vas nous présenter les moyens dont on peut bénéficier si on est en situation de crise. Et si j'ai bien compris, d'après nos discussions d'hier, il y avait déjà des moyens qui existaient avant la crise dont je peux toujours disposer. Oui, 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 il existe des moyens. Il existait déjà des moyens. Il existe en toute période, même hors crise Covid, des moyens d'obtenir un peu de souplesse en termes de trésorerie. C'est des moyens qui sont mis à la disposition par les pouvoirs publics. Moi, je dirais qu'en gros, il y a ce que vous pouvez faire grâce aux moyens qui sont mis à votre disposition par les pouvoirs publics, et puis il y a ce qui relève de la négociation directe avec Hmm. vos partenaires hors ces moyens particuliers. Donc, ce qui C'est vrai, existe, ça, Jean-François, juste, on n'avait pas fait les dernières fois, mais cette fois, on va se prendre le temps pour parler un peu de mes possibilités et de mes options en termes de négociation. Je pense que tu as quelque chose intéressant à dire. ouais, j'espère. Donc, je vais essayer d'être à la fois rapide, concis et à peu près clair, et pas trop ennuyant, parce que c'est un petit côté catalogue, mais bon. Donc d'abord, ce qui existait avant, ce qui a toujours existé, ce qui existait avant, hors Covid, ce sont des moyens, par exemple, la CCSF, qui est la commission des chefs des services financiers, qui est un dispositif mis au service des entreprises par l'État. Vous pouvez trouver donc les coordonnées du CCSF et sur le site des URSSAF et de impôts.gouv.fr. C'est un organisme qui permet d'obtenir des reports de paiement de dettes fiscales et dettes sociales si vous avez des difficultés de trésorerie. Donc, c'est un dossier à présenter, c'est ouvert à toutes les entreprises et ça vous permet donc d'obtenir des reports d'échéance, voire même des exonérations de pénalités ou de majorations. En dehors de ça, en dehors de cette possibilité d'obtenir des reports d'échéance, il y a également la possibilité d'obtenir des prêts qui sont du Fonds de développement économique et social. Et là, il y a deux organismes, deux entités qui existent. Alors, on adore les acronymes, encore une fois. Il y a le CODEFI, qui est la commission d'examen des problèmes financiers. C'est pour les entreprises de moins de 400 salariés. Et il y a le CIRI, comité interministériel de restructuration industrielle.
Donc, ce sont deux organismes. Là encore, vous pouvez trouver les coordonnées sur le site du gouvernement qui vous permettent de faire un audit de votre situation, audit qui permettra au pouvoir public de vous libérer des fonds aux fins de prêt, ce qui peut donc soulager votre trésorerie. Et ça, encore une fois, c'est indépendamment de cette crise Covid. Mais dis-moi, Jean-François, tu dis que j'ai la possibilité de négocier une suspension de mes charges devant la commission que tu as évoquée. Mais ça, j'avais compris que pendant la crise Covid-19, de toute façon, c'est quelque chose que je peux demander. C'est quelque chose qu'on peut demander, mais là, on est dans une phase particulière d'état d'urgence sanitaire. Si la phase d'état d'urgence sanitaire venait à s'arrêter, puis on espère qu'elle va s'arrêter un jour, il ne faut pas oublier que même a posteriori, il y aurait aussi cette possibilité. Ou alors, vous avez la possibilité, si ça ne passe pas par une voie, d'utiliser l'autre. La seule condition pour recourir au CCSF, là, pour ces reports d'impôts et de charges, de paiement de charges de dette sociale et fiscale, c'est d'être à jour du paiement de ces charges sociales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver avec un dossier déjà négatif, mais si on a été correct dans le règlement de ces charges sociales, on peut déposer un dossier au CCSF. Pardon. Et après, puis les mesures Covid-19, le fameux PGE, etc., ça vient donc en sus. Oui. Et là-dessus, est-ce que c'est difficile d'obtenir ce prêt? Quelles sont tes expériences pratico-pratiques là-dessus? Alors, bon, d'abord, il y a le fonds de solidarité, mais je ne vais pas en parler parce que ça concerne vraiment les structures qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires, moins de 60 000 euros de bénéfices imposables. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont concernées. Alors que le prêt garanti par l'État, lui, est ouvert à toute entreprise. Alors, bon, il y a une petite… Bon, là, je pense que Jean-François, il est à l'arrêt. C'est des choses qui arrivent. Donc, je peux vous dire qu'il a de l'expérience avec le PGE. De l'état d'urgence sanitaire. Et désormais, il y a une incertitude, mais il semblerait désormais que la date à prendre en considération soit le 31 décembre. Jean-François, je te donne une très mauvaise nouvelle. On a vu ton visage, ce qui est toujours très agréable. Malheureusement, tu n'as pas entendu. Donc, moi, je suis intervenu pour raccourcir un peu le temps d'attente. Il faut que tu répètes ce que tu viens de dire, mais plus vite cette fois, pour ne pas perdre trop de temps. J'ai dit PGE, expérience contractuelle, etc., expérience pratico-pratique de ta part. Tu en as, rapporte-nous. Oui, pour le PGE, le temps que je change de connexion, dans ces cas-là, je vais peut-être passer la parole à Mathias sur cette histoire, parce que c'est une question dont on a discuté tous les deux. Qui est éligible au PGE, notamment procédure collective ou pas? Mathias, si tu veux bien, pendant ce temps-là, je me reconnecte par ailleurs. Oui, Mathias. Donc, qui est exclu? Qui ne peut pas demander le PGE, Mathias? Oui, alors, bonjour tout le monde. En principe, étaient exclus du dispositif les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective. Jusque-là, c'était clairement les entreprises qui font actuellement l'objet d'une procédure qui était exclue du régime. Ce qu'on vient d'entendre, notamment dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificative, c'est que ce date-là, ça serait décalé au 31/12/2019. Ça voudrait dire que les entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure collective après le 31/12/2019, en lien avec les Covid, justement, seront éventuellement éligibles. Donc, la pression qui a été exercée par les administrateurs et les mandataires récemment, ce que j'avais lu dans la presse, finalement, ça a bien marché. Donc, c'est ouvert à ces sociétés. Et quid des sociétés qui se trouvent dans un plan de continuation depuis 3-4 ans et qui sont aussi impactées par la crise qu'une société hors plan? Oui, de la même façon, les administrateurs et mandataires judiciaires, ils ont également contacté le gouvernement à ce sujet-là. Et il a été précisé après par le ministère de l'économie que les entreprises qui font l'objet d'un plan ou qui sont dans l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement, plus exactement, ils peuvent bien évidemment bénéficier de ces prêts garantis par l'État en principe.
parce que juridiquement, ils ne font plus l'objet d'une procédure collective, donc parce qu'ils ont en exécution du plan. Donc, ils peuvent bénéficier de ces prêts garantis par l'État. On va retenter avec toi, Jean-François, si tu m'entends. Jean-François, donc là, on a appris qui peut en bénéficier ou non. Imaginons que je suis quelqu'un qui peut bénéficier en théorie, ou en tout cas qui peut demander ce prêt. Dans quelles circonstances est-ce qu'on me refuse cette demande de prêt? Oui, je me suis reconnecté, ça devrait être mieux. Désolé. 5% a priori, d'après les informations dont on dispose, 5% seulement des dossiers sont rejetés, et les dossiers qui sont rejetés sont ceux d'entreprises qui faisaient l'objet de difficultés financières déjà avant le début de la crise sanitaire. Et comment on mesure ça? Comment on mesure les la banques. difficulté? Ce sont les banques qui viennent examiner les dossiers qui leur sont soumis par les entreprises qui font la demande de prêt. Et on considère que des sociétés qui avaient déjà des difficultés à rembourser leurs prêts ou qui étaient déjà faisaient l'objet d'un endettement qui est considéré comme excessif par les banques, mais il y a tous les documents comptables, il y a les plans prévisionnels, etc., qui sont soumis aux banques. Ce sont les banques qui décident. Il y a la possibilité, évidemment, après de contester, mais voilà, l'analyse, elle est là. La difficulté, oui. Et j'imagine, Jean-François, que les banques, dans la mesure où ils ne sont pas totalement sans risque quand ils consentent un tel prêt, regardent quand même de près afin d'éviter qu'ils restent sur une partie des sommes, parce que la garantie de l'État n'est pas à 100%, sauf erreur. Alors, la garantie n'est pas à 100%, elle est de 70, 80 ou 90% des sommes qui sont empruntées en fonction de la taille de l'entreprise. En fait, plus l'entreprise est petite, entre guillemets, plus la garantie de l'État est importante. Mais effectivement, on peut arriver à des montants assez considérables puisque le prêt peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires total de l'exercice précédent. En fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème de prêter de l'argent à des entreprises qui ont de grandes chances d'être défaillantes in fine. Le risque aussi, c'est de trop prêter, paradoxalement, c'est-à-dire que des entreprises qui s'avèrent être prudentes et qui sollicitent un prêt, ce prêt peut leur être refusé, non pas sur le principe, mais au moins en partie, c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un prêt, mais de 25% de leur chiffre d'affaires. Leur trésorerie est suffisamment saine et qu'il ne serait pas juste de trop leur prêter. Parce que derrière ça, là, ce n'est pas pour un problème de remboursement, mais on est face à une difficulté d'ordre plus juridique qui est celle des soutiens de l'État aux entreprises privées. Au niveau européen, il y a ce principe de la liberté de la concurrence qui fait que les entreprises doivent, sur leurs propres capitaux, grâce à leurs propres moyens, se faire concurrence entre elles. À partir du moment où un État commence à subventionner une entreprise, on considère que c'est de l'aide d'État illicite. Donc, tu es en train de me dire que les entreprises qui bénéficient des prêts ici en France du PGE actuellement, il y a un risque qu'ils doivent rembourser ce prêt? Le risque, les prêts, il n'y a pas que l'État français à pratiquer ce genre de choses, mais le risque, c'est qu'on vienne ultérieurement considérer, que la Commission européenne considère que certaines entreprises, a priori ce seraient les grosses principalement, ont bénéficié d'un soutien excessif de la part de l'État. Donc, les banques font une analyse assez fine à qui prêter et combien. Nous, concrètement, tu le sais, on a eu des cas où on a refusé des prêts à nos clients. J'ai un peu l'impression que les banques sont très prudents parce qu'ils veulent prendre aucun risque. Et je pense que c'est intéressant de savoir qu'en Allemagne, il y a apparemment, ils avaient le même problème. Les banques étaient extrêmement réticents à consentir un prêt, même si c'était couvert à 80 à 90% par l'État. Et ils ont mis en place un nouveau système, un nouvel outil où c'est une couverture à 100%. Et mine de rien, là, c'est beaucoup plus simple. Les banques bon, je ne sais pas si on va arriver au même stade où on obtiendra la même chose en France, mais je l'espère à la limite parce que ça me semble quand même donner à la banque un certain pouvoir de discrétion et c'est pas eux qui exécutent la loi. Je veux dire, c'est un peu bizarre, mais oui, mais on va retomber encore plus dans cette problématique d'aide illicite de l'État. Alors, si c'est garanti à 100% par l'État, en fait, c'est un prêt de l'État. Donc, bon.
Qu'est-ce que je peux faire si on me refuse mon prêt? Bon, ça concerne 5% des cas, mais quand même rapidement, est-ce que j'ai un moyen pour faire de la pression, pour monter un cran? Alors, on peut toujours contacter le médiateur des banques, mais le problème, c'est un problème de rapidité. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également la possibilité, au-delà des banques privées, des banques commerciales classiques, il y a la BPI qui propose également deux types de prêts, le prêt rebond et le prêt atout, qui ne s'adressent pas tout à fait au même type de public, parce que le prêt rebond en fait concerne essentiellement les PME, TPE et PME, et le plafond est des montants prêtés de 300 000 euros sur 7 ans, et uniquement là encore pour permettre à soutenir la trésorerie des entreprises. Alors, quasiment toutes les entreprises sont concernées, toutes les sociétés, sauf celles qui sont dans le secteur l'intermédiation financière, les toutes petites entreprises agricoles, et celles qui sont dans le secteur de l'immobilier, les promoteurs immobiliers, les agents immobiliers. De mémoire, c'est ça. Et Mais donc finalement, tous ces moyens que tu présentes là, on fait un peu… c'est pour des entreprises qui ont un trou de trésorerie et qui sont convaincus qu'une fois la crise est terminée, qu'ils recommencent là où ils étaient avant. C'est une aide pour survivre pendant un certain moment donné, surtout le PGE, mais ça ne te permet pas de te restructurer ou d'améliorer la rentabilité ou d'anticiper une poursuite de la crise. Et je pense que là, mis à part les moyens que l'État met à disposition des entreprises, la négociation avec les co-contractants est quand même quelque chose qui est presque indispensable. Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement tous ces besoins, toutes ces aides qui sont apportées par les pouvoirs publics, mais fondamentalement, c'est vrai qu'il reste aussi à renégocier des contrats, peut-être abaisser des charges contractuelles. On a déjà parlé de la problématique des baux et des négociations qui peuvent avoir lieu avec le bailleur. Mais de façon générale, il y a tous ces contrats. Nos clients, en fait, nous contactent beaucoup pour des contrats qui sont un peu du luxe, entre guillemets, des choses qu'on est très heureux de pouvoir conclure quand tout va bien. Ça va être un accompagnement marketing, un accompagnement communication, de la formation de personnel, enfin bon bref, tout un tas de choses qui sont très importantes, c'est indéniable, mais qui en période de crise sont parmi les premiers postes qu'on essaie de limiter. Et on se retrouve notamment avec des clients qui nous disent nous, on avait pris une espèce d'abonnement avec une société de communication pour 2 ans et ils doivent nous pondre des communiqués ou des rapports d'analyse ou des brochures tous les mois. On aimerait bien que ce soit une fois par trimestre, ça suffira largement, non pas parce que ce n'est pas pertinent, mais c'est juste parce que ça nous réduirait nos coûts. Qu'est-ce qu'on fait avec ces partenaires contractuels avec lesquels on avait pris des engagements de ce type? Il faut négocier. Il faut vraiment essayer de négocier. Si jamais les négociations ne passent pas, il faut peut-être utiliser cette fameuse arme, entre guillemets, ou argument de l'imprévision, qui est de dire, écoutez, à la date à laquelle nous avons conclu ce contrat, donc ça doit être après le 1er octobre 2016, ou renouvelé après le 1er octobre 2016, à la date où nous avons conclu ce contrat, et donc ça doit être avant, évidemment, la crise sanitaire, nous n'avions pas anticipé un tel bouleversement des circonstances économiques. Or, ce bouleversement est tel aujourd'hui qu'il rend excessivement onéreux pour nous l'exécution de nos obligations. Donc, désormais, on ne peut plus vous payer un abonnement tous les mois pour nous réaliser telle ou telle prestation. Donc, on vous demande de renégocier. Désormais, ça doit être par trimestre ou autre, etc. Si jamais, donc, il faut invoquer les dispositions de l'article 1195 du Code civil, lancer des négociations sur cette base, et à défaut d'accord, on a la possibilité de saisir le juge. Sachant que dans l'intervalle, tant qu'un accord n'est pas trouvé ou tant que le juge n'a pas statué, on est supposé continuer à exécuter le contrat conformément à ses termes. À mon avis, c'est là où il faut savoir dire un peu passer en force, sans doute. Je te fais un exemple et tu me fais une analyse en live. Merci. Imaginons, moi en tant qu'avocat en M&A, imaginons que je signe une lettre d'intention ou une espèce de protocole d'accord avec,
un vendeur qui veut se séparer d'une de ses sociétés. Et c'est une lettre d'intention où on met en place, ou un MOU, où on met en place les points clés, cadres, on écrit partout que c'est non-binding, non-binding. Hein, et il y a peut-être aussi prévu, bon, si jamais on ne va pas jusqu'au bout, vu le coût que tu as dû mettre sur la table pour faire un audit, etc., tu me payeras, vendeur, si c'est rompu, 50 000 euros, ou vice-versa de temps en temps aussi, ça arrive. Hein, c'est parce qu'il y a beaucoup de moyens à mettre en place par un vendeur aussi pour vendre une entreprise, vice-versa. Est-ce que les co-contractants auraient la possibilité de se baser sur l'imprévision pour dire, écoute, ça, même la clause qu'on a mis sur la clause pénale, à la limite qu'on a mis dans le contrat, les 50 000 euros, etc., non, ou est-ce que ça marche dans tout type de contrat, ou comment ça fonctionne? Alors là, merci pour la question, parce qu'en fait, ça soulève plusieurs, super, ça soulève plusieurs problématiques. Ça soulève notamment la problématique des clauses pénales ou des sanctions qui étaient dues, Ouais. qui tombent pendant la période d'état d'urgence. Et donc là, c'est encore une autre problématique. Normalement, elles sont suspendues. Bon, maintenant, sur l'imprévision, la problématique de l'imprévision, c'est qu'elle s'applique de façon générale à tous les contrats, encore une fois, conclus entre le 1er octobre 2016 et le début de la… Mais pas, par exemple, au contrat qui porte sur des actions. Pas sur des cessions d'actions. Donc, dans ton cas, il faudrait voir si on est dans un contrat de cession d'actions ou pas. Il y a quelques exceptions, c'est sur des marchés financiers ou des problématiques de cession d'actions. Donc, je sais bien que tu n'aimes pas quand je te dis ça dépend, mais là, a priori, je dirais ça va être compliqué dans ton cas. Ah ouais, bon, j'ai eu mon ça dépend, mais je t'ai posé aussi une question qui n'était pas prévue, mais merci quand même. Donc, en gros, si je réussis à avoir mon co-contractant en face de moi, je dis quoi? Je dis, j'invoque l'imprévision, arrêtons le contrat s'il vous plaît, sinon je risque d'avoir des problèmes graves financiers, etc., et tu n'auras plus rien. C'est pas j'arrête le contrat, c'est rediscutons le contrat, rediscutons des termes du contrat. Après, effectivement, donc d'abord, on peut continuer, discutons entre nous. Si jamais il refuse, on peut dire, bah écoutez, je suis désolé, je vais invoquer l'imprévision. Paf. Et après, effectivement, si toujours il n'entend pas discuter sérieusement, bah, on peut réfléchir à d'autres choses. Je pense que Mathias pourra nous en parler. À mon avis, on peut commencer à dire ma situation est réellement sérieuse et il y a des solutions juridiques pour me placer sous la protection de la loi. Oui, on va revenir sur ces solutions juridiques à la fin de notre webinaire, mais d'abord, quand on parle de négociation, ça me donne envie de penser à un autre co-contractant dans mon entreprise, soit le salarié. Valérie, on a déjà beaucoup appris de ta part dans les derniers webinaires. Cette fois, j'ai envie de te poser la question sur… mis à part le chômage technique, on a compris, le chômage technique, c'est bon. Chômage technique, c'est aussi d'une certaine manière un peu un bouche-trou. Une fois que le chômage technique est terminé, les gens reviennent. Mais si je me rends compte aujourd'hui que je ne pourrais pas continuer au même niveau qu'avant la crise, quels sont mes moyens pour négocier peut-être avec les salariés une baisse de leur temps de travail ou de la rémunération? Bonjour à tous. Donc, quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez, dans certaines mesures, effectivement, adapter le temps de travail et, dans certains cas, envisager une baisse de la rémunération de vos salariés. Alors, il y a deux outils différents pour ce faire. Vous avez l'outil classique que vous connaissez tous, qui est l'accord d'entreprise classique. Alors, l'accord d'entreprise classique, il permet effectivement d'aménager le temps de travail. Je prends par exemple l'exemple du retail. Le retail, on pense qu'aujourd'hui, les boutiques vont ouvrir le 11 mai. On sait que les conditions d'accès aux boutiques vont être telles que est-ce qu'on a besoin de toutes ces vendeuses ou tout son personnel dans la boutique? L'aménagement du temps de travail, ça permet de distinguer, de ne pas lisser le temps de travail sur la semaine, d'aller entre la semaine jusqu'à l'année et d'organiser des périodes pleines et des périodes creuses et éventuellement même des périodes où il y aurait zéro travail. Donc ça, c'est un outil utile parce que ça vous permet de mobiliser moins de personnel aujourd'hui pour en avoir peut-être plus en septembre, octobre ou novembre. Vous aurez d'avoir peut-être besoin, nous l'espérons tous, besoin de plus de monde. Alors, vous pouvez également, par un accord d'entreprise, instaurer les forfaits jours ou les forfaits heures. À une précision prête, c'est que concernant ces forfaits jours et forfaits heures, vous serez néanmoins dans l'obligation d'avoir ces fameuses conventions et accords individuels des salariés.
Vous savez comme moi qu'un accord d'entreprise ne peut pas se substituer à l'acceptation expresse d'un salarié de son forfait jour ou de son forfait heure. Et vous pouvez également modifier par un accord d'entreprise par exemple des primes que vous auriez allouées à usage, par usage que vous auriez dénoncé. Mais par contre, par accord d'entreprise, on ne peut pas modifier la rémunération de son salarié. Valérie, juste une question bête peut-être, mais ça veut dire que je négocie mon accord collectif avec mes délégués syndicaux Oui. ou avec le CESE, et une fois que j'ai trouvé un accord, ce qui est déjà un succès, il faut encore que chaque salarié me donne son consentement sur oui, je veux bien que ça s'applique à moi. C'est Pour ça? le forfait jour, seulement pour le forfait Ouais, jour. C'est la d'accord, problématique des forfaits jours, parce que c'est la jurisprudence qui s'est développée. d'accord. C'est vraiment, voilà. Mais pour le reste, non. L'accord collectif que les entreprises connaissent bien a une application immédiate et automatique. La seule différence par rapport au deuxième outil qu'on va aborder, qui est l'accord de performance collective, la seule différence, c'est que vous avez une norme posée par l'entreprise, mais ton contrat de travail subsiste. Et ça veut dire que si dans ton contrat de travail, tu as des conditions plus favorables que ton accord collectif, tu es en droit de demander l'application de ton contrat de travail. L'accord collectif ne modifie pas tes conditions de ton contrat de travail proprement dit. Mais c'est un outil qui est bien connu par les institutions syndicales, bien connu de tout le monde dans l'entreprise et qui est rassurant. Parce qu'il y a un deuxième outil qui peut être tout à fait intéressant, qui a été mis au point notamment par les ordonnances Macron. Mais là, vous avez vraiment une bronca des syndicats. Les syndicats s'en méfient beaucoup. Il y a eu beaucoup d'articles de fond et beaucoup d'organisations syndicales qui poussent pour ne pas conclure ce type d'accord, qui s'appelle l'APC, c'est-à-dire l'accord de performance collective. Et cet accord de performance collective, il permet lui aussi cette adaptation du temps de travail, comme je vous le disais tout à l'heure, cette espèce de modulation sur mesure, c'est-à-dire je ne décompte plus mon temps de travail sur la semaine, je peux choisir une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu'à 1 an, donc avoir des périodes pleines et des périodes creuses, qui est quand même un outil de modulation entre guillemets interne tout à fait intéressant. Mais cet accord d'APC est bien plus intéressant, car cet accord, lui, permet de toucher la rémunération des salariés. Alors, on ne peut pas tout faire, hein. Parce que je sais bien que tu vas me demander, est-ce que je peux tout faire? Non, je ne peux pas aller en delà du SMIC et je ne peux pas aller en deçà des minimums conventionnels. Donc, je dois quand même respecter la convention collective. Et cet accord APC permet aussi, éventuellement, de mettre en place ou de modifier les accords, les forfaits jours ou les forfaits heures. Mais là, est-ce que les salariés doivent dire oui ou non, ou est-ce qu'ils sont… Il y a une petite subtilité. On va d'abord parler du forfait jour parce que cette petite subtilité subsiste. Si par un APC, vous mettez en place un forfait jour dans l'entreprise, vous serez également obligé d'avoir l'accord express du salarié. Mais dans tous les autres cas, si par exemple vous avez déjà un accord temps de travail, vous avez déjà des salariés qui ont signé des conventions de forfait jour, là vous pouvez modifier les forfaits jours et ça s'impose aux salariés. L'avantage de l'APC, c'est que ça, à la différence de l'accord collectif, c'est que ça modifie les contrats de travail. Ça, c'est un outil vraiment, c'est pour ça que les syndicats s'en méfient beaucoup et sont très réticents à ce nouvel outil. Et ça fonctionne assez bien. Mais concrètement, tu l'as déjà mis en place pour… Oui, on l'a déjà fait pour un de nos clients, tout à fait, qui en a été très satisfait. Alors, si les salariés n'acceptent pas, parce qu'un salarié peut refuser, si un salarié n'accepte pas, eh bien, ça veut dire qu'en tant que tel, son refus de la modification de l'APC constitue un motif de licenciement sui generis. On n'est pas obligé de rechercher un motif économique, de caractériser un motif économique. C'est un motif de licenciement sui generis. Alors, ce n'est pas neutre, parce que ça veut dire que si vous faites un APC pour réduire les rémunérations, pour adapter le temps de travail de votre salarié, et que vous vous dites que ça s'impose aux salariés, donc ça ne me coûte rien, non. Vous pouvez quand même avoir des salariés qui refusent l'APC et vous serez dans ce cas-là obligé de les licencier. Et je peux vous donner un exemple. Nous avons vécu hors Covid un de nos clients qui a mis en place notamment un aménagement de temps de travail dans le retail qui concernait à peu près 700 salariés et de mémoire, il a eu à peu près 45 personnes qui ont refusé parce que, comme toujours, vous avez des salariés qui refusent parce qu'ils savent qu'ils sont fortement employables et que c'est l'occasion pour eux de se dire je touche mon indemnité de licenciement, je suis éligible au chômage et je sais que je n'ai pas de problème pour retrouver du travail. Donc, attention à ceux parmi vous qui ont peut-être déjà des problèmes de trésorerie avant de mettre en place un tel accord de performance collective. Réfléchissez bien parce que ça peut avoir des conséquences financières.
d'autant plus que la contrepartie, je dirais, de cette souplesse de l'APC, c'est que vous devez quand même abonder votre compte formation, vous devez faire un abondement supplémentaire du compte de formation professionnelle, qui est plutôt qui est le compte professionnel de formation, à chaque fois j'inverse, le CPF, de 3 000 € par salarié en l'état actuel. Donc ça a quand même un petit coup de faire un APC. Mais c'est un outil extrêmement souple et intéressant. Et dis-moi, parce qu'il faut qu'on continue avec la partie plus procédure collective et qu'est-ce qu'on a comme moyen dans la loi qui me protège, qui me sauvegarde. Mais juste une dernière question. Dans un licenciement, est-ce qu'il y a des derniers développements intéressants à partager en termes de faisabilité ou autre? Enfin, parce que ça, c'est toujours, j'imagine que tu as déjà eu des clients qui t'ont appelé pour dire tiens Valérie, nous on va peut-être mettre en place un petit licenciement collectif dans la foulée. Oui, alors je suis effectivement, au cabinet, on commence à préparer les premiers calendriers de futurs licenciements collectifs. Alors malheureusement, quand on n'a pas d'autre choix, quand on sait que la crise du Covid va obliger une réorganisation ou un recentrage, etc. Alors il y a deux outils toujours, hein. Il y a l'outil de la rupture, il y a le nouvel outil de la rupture conventionnelle qui n'est pas inintéressant, la rupture conventionnelle collective, parce que elle fait appel au volontariat, c'est l'inconvénient, elle fait appel au volontariat, mais il n'y a pas de congé de reclassement, il n'y a pas de CSP, il n'y a pas de priorité de réembauchage, il n'y a pas tout ça, c'est quand même plus souple. Mais je le répète, ça fait appel au volontariat, donc il faut quand même le négocier avec son sein, ça doit faire l'objet d'un accord d'entreprise, donc une négociation. Et très souvent, comme c'est l'appel au volontariat, il y a une volonté d'avoir des indemnités qui sont majorées. Et après, la seule contrainte, c'est d'avoir une validation de la directe. Mais c'est un outil assez utile et assez intéressant parce que ça ne vous empêche pas d'embaucher derrière, de réembaucher. Donc, c'est un outil pas mal. Et sinon, on rentre dans le cas classique des licenciements, selon les entreprises, la taille de l'entreprise, petit licenciement individuel, petit licenciement collectif ou grand licenciement collectif avec un PSE. On a une ordonnance qui vient je ne sais plus si c'est une ordonnance ou une circulaire qui a été publiée hier, avant-hier, qui donne des précisions sur justement les délais de réponse de l'administration en cas de PSE. Et je rappelle simplement que c'est des process plus lourds qui prennent un peu plus de temps. Vous le savez, lorsqu'on fait un PSE, et que notre conseil à nous, c'est de privilégier l'accord majoritaire qui sera soumis à la directe, puisque vous avez besoin d'être soumis à la directe, parce que notre retour d'expérience déjà hors Covid et a fortiori en période de Covid, c'est que d'abord le contrôle de l'administration est moins important, que c'est plus facile de présenter quelque chose qui a été déjà validé mis au point avec un syndicat et soumis au CSE, et que c'est la meilleure voie que de se présenter à l'administration, selon nous. Merci Valérie. Donc ça nous a montré, ou ça nous donne des moyens qui sont à notre disponibilité, à notre disposition, que j'envisage de réaliser quand je vais plutôt bien, ou disons quand j'ai encore une trésorerie qui me permet de réfléchir à ces mesures-là, parce que c'est quand même coûteux. Maintenant, allant plus vers la crise, un pas de plus dans une situation difficile. Qu'est-ce que je fais si je vois que je n'ai pas les moyens pour faire un licenciement, je n'ai pas les moyens ou ni le temps peut-être de négocier avec mes co-contractants? Quels sont mes moyens? Quelles sont les procédures à ma disposition? Et Mathias, je suis content que mon co-bureau intervient aujourd'hui parce que tu me manques. Je le dis, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, Mathias, dis-moi, tu as un sacré challenge parce que je ne veux pas que ça devienne un discours théorique avec les modalités, etc. Il faut que tu essaies vraiment de faire ça de manière très vif, et je pense que je t'ai donné un challenge hier sur une image ou une métaphore que tu peux utiliser pour un peu comparer les différents moyens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme quels sont les quatre? Alors, moi, je les connais, mais les autres, peut-être pas. Oui, en principe, il y a justement une multitude, on peut dire carrément multitude de procédures qui est déjà prévue
hors Covid et dont les règles étaient aussi adaptées par des différentes ordonnances prises en raison de l'état d'urgence sanitaire. Justement, les cas qui sont peut-être les plus intéressants, on va dire, et les plus adaptés si on parle de sauver encore une entreprise, on pourrait citer le mandat ad hoc, la procédure de conciliation, la procédure de sauvegarde et le redressement judiciaire. Ici, justement, en fonction de la situation de l'entreprise en question, on peut peut-être voir quelle de ces procédures est le plus adaptée. Justement, pour prendre une image et dire que votre entreprise, ce sera un bateau. Si effectivement votre bateau il est bien en route, il a que des petits problèmes, disons des pirates à l'horizon, mais rien de beaucoup plus grave, vous pouvez peut-être plus vous tourner contre les procédures dites amiables, alors on dirait le mandat ad hoc et la procédure de conciliation. Et de l'autre côté, si votre bateau, disons, a déjà plusieurs trous qui sont en plus en dessous de la ligne d'eau et les pirates, ils sont déjà très près, dans ces cas-là, il faudra peut-être plutôt penser à une procédure plus judiciaire, et c'est le cas des procédures de sauvegarde et du redressement judiciaire. Et si aujourd'hui je viens chez toi et je te pose la question, quelle est la première question que je dois me poser pour faire le choix, pour faire le tri? Avec quelle question ça commence ou avec quel constat? Il y a plusieurs questions, mais surtout avant Covid, la première question, c'était de savoir plus exactement l'état de trésorerie de votre entreprise et de savoir si vous êtes en état de cessation de paiement, pour savoir quelle de ces procédures vous sont plus exactement ouvertes. L'état de cessation de paiement, je pense qu'on l'a tous déjà entendu, c'est de ne plus pouvoir faire face avec son actif disponible au passif exigible. En principe, c'est la trésorerie que vous avez en banque ou en caisse, plus effet de commerce et valeur en bourse. Et si je peux me permettre un commentaire là-dessus, parce qu'on a souvent cette question de la part de clients. Non, un fonds de commerce ou deux fonds de commerce ou des actions que vous avez dans votre portefeuille, ce n'est pas forcément un actif disponible. Oui, mais je suis en train de vendre. Non, 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 ça ne suffira pas. Donc, attention à ça. Soyez très prudent quand vous analysez votre propre situation et très objectif. En fait, pour les valeurs mobilières, c'est à la limite les actions qui sont cotées en bourse parce que c'est vraiment très liquide, mais pour le reste, effectivement, non. Donc, après, je me pose la question et je constate, bon, toi, tu as déjà fait une exception, je l'ai senti, avant la crise, on va arriver là-dessus, mais disons, normalement, hors crise, je constate donc que je suis en état de cessation de paiement. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je ne peux plus faire? Si effectivement l'entreprise est déjà en état de cessation de paiement, la procédure de sauvegarde n'est plus possible en principe, hors crise. Et même la question du mandat ad hoc, l'utilité de cet outil-là est pas forcément, cet outil n'est pas forcément très, très performant dans ce cadre-là. Pour ce qui concerne la procédure de conciliation… Parce que, Mathias, juste pour bien comprendre, parce que le mandat ad hoc, c'est vraiment quelque chose où je suis dans une situation où j'ai un problème, mais ce n'est pas forcément un problème dont la non-résolution résulte dans la cessation de paiement. C'est un peu ça? Oui, c'est un peu ça. Le mandat ad hoc, c'est en principe un mandataire ad hoc qui est nommé par le tribunal, par le président du TC sur le démonte de l'entreprise et qui est très libre. En fait, la mission est librement fixée, mais en contrepartie, ça me donne pas non plus, en tant qu'entreprise, de protection. Donc, en réalité, c'est pour préparer peut-être même après une conciliation ou des plans ou des choses, ou pour un problème qui est encore très lointain et pas vraiment encore très avéré. Et là, je t'ai interrompu, tu as dit que pour la conciliation, l'état de cessation de paiement n'est pas un obstacle, pas forcément, mais ça peut le devenir. Exactement. Du moins avant les mesures spécifiques et les dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire, il y avait en principe une limite de 45 jours depuis la date de la cessation de paiement dans le délai
dans ce délai, on pouvait encore déclarer ou demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Donc, c'était 45 jours à partir de la date. Il faut qu'on se prend du temps tout à l'heure, les dernières 3-4 minutes, 2 minutes, 3 minutes de notre webinaire pour bien comprendre ce qui a changé pendant la crise. On va essayer d'être bref et concis. Mais dis-moi juste, quelles sont les différences entre les procédures, vraiment en termes simples qu'est-ce que me donne une des procédures, ce que me donne pas l'autre, ou quelles questions à se poser pour se diriger sur la bonne voie? Oui, alors je dirais la prochaine question à se poser est liée à un avantage des procédures dites amiables, c'est qu'en principe, ils sont confidentiels. Donc, si une procédure de conciliation et un mandat ad hoc, c'est confidentiel, c'est-à-dire en principe, même l'information ne viendra pas aux tiers à la société ou à vos créanciers, à des éventuels fournisseurs, à des éventuels clients. Ils n'auront pas accès à cette information. Donc, si vous avez une entreprise qui est dans un domaine d'activité où vous jugez utile de garder la confidentialité, du moins pour encore un moment, ces procédures sont plus intéressantes. Autrement dit, Mathias, vous cherchez la confidentialité. Autrement dit, c'est si vous pensez que les clients ne viennent plus chez vous quand ils entendent que vous êtes mal, ben, vous avez intérêt de choisir une telle procédure, ou même pour les fournisseurs, pareil. Mais l'inconvénient, mais les autres procédures, sauvegarde, redressement, ont quand même un grand avantage. Exactement. Le grand avantage de ces procédures-là, c'est qu'ils sont judiciaires, ils sont publics, et l'accompagnement ou le corollaire de ça, c'est qu'ils donnent une protection. En principe, votre passif est gelé au moment de l'ouverture, c'est-à-dire tout le passif, tous les dettes antérieures, ils sont gelés. Donc, les créanciers ne peuvent plus poursuivre votre société si vous êtes en incapacité de les payer. Donc, ça, c'est un niveau de protection de votre entreprise qui est largement supérieur. Compris. Donc, en gros, la procédure de sauvegarde, et on va peut-être pas faire les différences, c'est comme très, très similaire les deux procédures. C'est juste le début qui change. Hein. Sauvegarde, je ne suis pas encore en état de cessation de paiement. Heureusement, je le suis. Mais les deux procédures m'aident à me reconstruire et me permettent peut-être aussi, pendant cette phase de reconstruction, de prendre des mesures qui me font survivre plus longtemps. Je pense notamment à des plans de licenciement ou autres. Là-dessus, Mathias, sans aller trop dans le détail, parce que le droit social dans les procédures collectives, c'est un sujet à part et très complexe, mais sauf erreur, il y a des soutiens par l'État qui me financent une partie de mon coût lié au licenciement. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est un point qui rentre aussi dans le choix en réalité de ce qu'il faut que je fasse. À partir du moment où j'ai des coûts de mes employés ou que je ne peux plus payer, les premières procédures, ça ne rend pas intéressant du tout. Ce serait du coup plutôt comme tu le dis. Donc, première procédure, tu veux dire ad hoc et conciliation. Exactement. Et ça serait plutôt à se tourner vers la sauvegarde ou même le redressement, procédures dans lesquelles il y a l'AGS qui intervient, donc ce qui fait que j'ai un soutien financier pour justement, notamment les licenciements qui sont prononcés dans les périodes d'observation, qui est une période qui existe dans la sauvegarde et dans le redressement. Alors, ça ne couvre pas tout et ça change au niveau de la couverture entre sauvegarde et redressement. C'est un peu complexe, mais en général, on peut dire si vous avez besoin de réduire votre effectif pour survivre sur le moyen long terme, la sauvegarde et le redressement est vraiment un outil intéressant. Bon, il y a quand même aussi un désavantage lié à ces procédures collectives. Je tiens plus les rênes, je suis un peu dépendant d'un tiers et c'est quand même une procédure assez complexe, mais malgré tout,
aussi sur notre expérience, on peut le dire, toi certainement aussi, il y a quand même beaucoup de cas qu'on voit où les gens choisissent la procédure de sauvegarde et aussi la procédure de redressement et reviennent et survivent. C'est pas forcément égal liquidation. Mais avant maintenant de terminer, cette fois on va pas être à l'heure, je pense, on va être un peu au-delà des 45 minutes. Tu as dit hors crise. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pour Est-ce que c'est simple à répondre? Je ne sais pas si c'est simple à de répondre à cette question, mais pourquoi, qu'est-ce qui a changé qui te fait mettre en cause un peu ce que tu viens de dire? Fais gaffe, Mathias, ces questions comme ça, c'est toujours piège. Ouais. Oui, non. Oui, pour faire vite, peut-être, et sans aller trop dans le détail, en principe, aujourd'hui, du fait des dispositions spécifiques qui ont été prises, le choix cessation de paiement ou pas, le critère cessation de paiement ou pas qui limitait un peu le choix que quelqu'un avait pour choisir entre cette procédure, il est moins important, surtout et notamment et uniquement en réalité si c'est intervenu la cessation de paiement depuis le 12 mars, parce que dans ce cas-là, pour faire simple, on peut être assez certain que j'ai le choix de toutes ces procédures. Parce que l'état de cessation de paiement est en réalité fixé au 12 mars. Attends. Ça veut dire que si je suis de facto, en réalité, incapable de faire face à mon passif exigible avec mes actifs disponibles, si je suis réellement en état de cessation de paiement, juridiquement, je ne le suis pas. Et je peux donc, par exemple, demander une voiture d'une procédure de sauvegarde. Oui, exactement. Il y avait une discussion pendant un moment, mais la circulaire du ministère de la Justice qui est sortie aussi, qui est relative à cette ordonnance en question, elle dit clairement que je peux demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou des conciliations aussi, toujours si je suis en cessation de paiement aujourd'hui. Il faut toujours voir après que la cessation de paiement date pas d'un date est pas largement antérieure. Mais si je le suis devenu depuis le 12 mars, je peux en bénéficier effectivement. Parce que c'est une fiction qu'on regarde le 12 mars en réalité. Donc, le message à nos spectateurs et auditeurs, c'est ne regardez pas. C'est important d'avoir un regard sur votre trésorerie, mais en ce qui concerne les moyens et les outils que vous avez à votre disposition pour vous sauver, vous avez plus de choix que hors crise. Pensez à la sauvegarde, notamment, pensez à la conciliation pour chercher la confidentialité, mais pensez à la sauvegarde si vous pensez que le gel du passif va immédiatement vous donner un bouffée d'oxygène. Après, il peut être utile même. Il faut juste parce que le choix, c'est peut-être pas que j'ai le choix, c'est peut-être pas la chose la mieux à faire. Il faut réfléchir à la situation de l'entreprise pour voir si peut-être un redressement, parce que c'est plus adapté à ma situation si je suis dans un état de cessation de paiement, c'est peut-être plus adapté que je choisis quand même le redressement judiciaire. Notamment si je pense être dans une situation où les difficultés continueront effectivement ou s'arrêteront pas avec l'état d'urgence sanitaire. Oui, je pense que ça c'est un très bon point et sur lequel on peut peut-être terminer aujourd'hui. Je pense que vous avez intérêt de déposer le bilan si vous êtes en état de cessation réel, cessation de paiement réel aujourd'hui. Si vous voyez qu'à la fin de la crise, aujourd'hui, est-ce que c'est le 24 août ou le 24 septembre, on ne sait pas trop, mais si à la fin, quand ça redevient ou quand cette loi ne s'appliquera plus, vous ne l'êtes plus. Et c'est tout à fait possible parce que vous avez peut-être des discussions en cours avec le groupe ou avec vos fournisseurs ou avec, que sais-je, avec des banques, etc. Donc là-dessus, si vous pensez que vous avez vraiment des bonnes chances pour ne plus être en état de cessation de paiement à l'issue de la crise, oui, effectivement, peut-être pas la peine. Par contre, si vous pensez que les problèmes subsistent, là, on conseille plutôt d'aller vers la couverture que nous donnent ces procédures collectives qui sont plutôt positives.
Un autre jour, on vous parlera des risques liés à l'ouverture de telles procédures, les risques de responsabilité pour les dirigeants et également pour les maisons mères, un sujet quand même auquel on est confronté sur beaucoup de dossiers actuellement au cabinet. Ça sera avec plaisir, c'est intéressant. Et on va peut-être le faire en anglais d'ailleurs pour permettre peut-être à ceux d'entre vous qui ont des têtes de groupe à l'étranger de participer également. D'ici là, je vous remercie pour votre attention. Je remercie à mes chers panélistes, Jean-François, Mathias et Valérie, pour leur soutien et pour avoir essayé d'être pragmatique et en démontrer de l'imagination. Merci pour le sujet, pour l'image du bateau. Ça va rester dans ma mémoire. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère qu'on se croise bientôt. N'hésitez pas d'utiliser, s'il vous plaît, les questionnaires qui vous ont envoyés. C'est toujours très utile pour nous de voir où on était peut-être un peu trop court. D'autres sujets, si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les envoyer et on essaie de les intégrer la prochaine fois. Merci et à très bientôt à tout le monde. Au revoir.